Bonjour, vous écoutez l'émission Booste ta vie agit sur Radio Clé de Vie, animée par votre dévouée Nathalie May Chimbert. Retrouvons ensemble dans l'interview qui va suivre François Afif Bentanan, fondateur de l'association Zubdeco. Zubdeco a été créé il y a maintenant 11 ans pour lutter contre l'échec scolaire et principalement le décrochage scolaire. L'association pose des mesures concrètes d'aide aux devoirs faites au collège et non à la maison, encadrées par de jeunes étudiants bénévoles et engagés. Tout cela pour les collégiens en difficulté scolaire issus de milieux défavorisés. Le combat de François Afif Bentanan, le droit de réussir sa vie, quel que soit son milieu social. Bonne écoute. Bonjour François Afif, merci d'accepter cette interview pour Radio Clé de Vie. Alors moi je t'ai choisi en tant qu'interviewé parce que je te trouve passionnant. François Afif, tu es un multi-entrepreneur et c'est tout le côté dynamique et attirant, je dirais. Donc tu es le créateur et fondateur de Zubdeco, de la Web Academy et du campus Comedy Tour. Et tout cela tourne autour d'une thématique qui est la jeunesse et l'intégration de la jeunesse en termes de travail ou dans la scolarité. Zubdeco, donc on a pu te voir effectivement, on a pu t'entendre et te voir sur les plateaux de télévision. Zubdeco, est-ce que tu peux nous dire ce dont quoi il s'agit et qu'est-ce qui t'a motivé à créer Zubdeco? Comment c'est venu? Donc j'ai créé Zubdeco il y a maintenant 10 ans, en 2005, avec un objectif qui est de dire pour les quartiers populaires, pour les jeunes de la campagne, des villages, des communes, que le talent n'a pas de domiciliation, et que ce n'est pas parce qu'on vient d'un territoire qui est un territoire plutôt éloigné des grandes villes ou autres, ou que l'univers dans lequel on vit est un univers où l'accompagnement financièrement est plus faible que dans d'autres domaines, qu'on n'a pas de possibilité de réussir. Donc à partir de là, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Zubdeco. C'est un petit clin d'œil d'une structure, d'une école française qui s'appelle Subdeco, qui s'appelle l'ESC maintenant. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil du sujet. Et donc j'ai commencé Zubdeco d'abord sur la logique de l'entrepreneuriat, pour donner du sens au travail à l'école, pour dire en gros pourquoi on va à l'école, et donc pour avoir une formation et donc un métier, et donc ensuite vivre de sa passion si on a choisi son métier. Et en faisant des portraits vidéo d'un certain nombre de personnes, et puis chemin faisant, en rencontrant un certain nombre d'acteurs, en allant dans des quartiers populaires, en faisant en sorte derrière d'expliquer aux gens les chemins des possibles. Un jour, une maman est venue me voir et me dit « c'est sympa d'exciter mes enfants, mais nous on fait comment après ?» Et quand on fait des études sur l'éducation, on se rend compte que 49% des parents consacrent moins de 15 minutes aux devoirs de leurs enfants. Pour un tiers d'entre eux, c'est un moment donné désagréable. Quand on fait une étude sur les salariés entre, on va dire, 25 et 35, 80% d'entre eux disent avoir eu des problèmes et que 20% d'entre eux ont été accompagnés. Et quand on fait une étude sur les enfants, sur leur relation aux devoirs ou autres, on est assez proche, à 10 points près, de cette volonté qui est la nôtre, à travers Zubdeco, de faire en sorte que plus aucun enfant ne rentre à la maison avec des devoirs et que ces devoirs soient faits et accompagnés au sein de l'établissement. D'accord, donc ça c'est votre réflexion au niveau de Zubdeco, c'est par rapport au devoir à la maison alors. Oui, le parce suivi, que, en fait, du devoir à la maison. c'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de voir les choses. Avant de créer Zubdeco, j'ai créé un certain nombre d'entreprises dans le monde de la technologie pendant plus d'une quinzaine d'années, et donc je faisais du data mining entre autres dans le traitement des tickets et du comportement des clients. Et en fait, quand vous avez deux façons de voir les choses, soit vous regardez ça d'une façon très sociale, et vous vous dites, ah, les pauvres enfants, c'est compliqué pour eux, et puis ça entraîne ce genre de choses, et je suis un pur produit de l'échec scolaire. J'ai quitté le système scolaire avant mon bac, et donc et j'ai fait HEC, une formation HEC quelques années plus tard, et c'est là où j'ai découvert une grande école d'ailleurs, sinon je pense que je ne l'aurais peut-être pas vu de sitôt. Et à partir de là, vous vous rendez compte de toute la problématique que ça entraîne à partir du moment où vous n'avez pas suivi les formations. Et quand vous suivez ce genre de formation, bien évidemment que quand vous ressortez, vous avez une vision un peu différente de la création d'entreprise, de la finance, du marketing, de l'organisation, que vous n'auriez pas eu si vous n'étiez pas passé par ce type d'école. Voilà. Et donc c'est pour ça que la première chose que je fais aux élèves qu'on accompagne, et aujourd'hui on accompagne plus de 1700 tous les soirs dans les devoirs, c'est qu'en début d'année, des collégiens, donc de la 6e jusqu'à la 3e, eh bien on leur fait visiter les grandes écoles autour de chez eux. Donc c'est pas un parc d'attractions, mais ils y vont à reculons. Et puis quand ils reviennent, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand ils y vont, voilà, ils rentrent dans une grande école, ils voient les amphis, ils voient les étudiants, ils voient les parcs, bref, selon l'école dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que si vous allez à Polytechnique ou à la Sorbonne, vous avez des cadres assez prestigieux. Et puis ensuite, voilà. Et donc à partir de là, quand ils ressortent, ils se disent comment on fait pour venir là.
Et c'est à ce moment-là, on leur dit, pour venir là, il faut avoir son brevet, son bac. Et donc là, vous venez de les projeter, parce qu'il faut se rappeler que ce sont des enfants qui ont 11, 12, 13 ou 14 ans. Donc des enfants qui restent des enfants, et donc des adultes qui pensent à la place des enfants, mais en oubliant que ces enfants n'ont que 11, 12, 13 et 14 ans. Donc visualiser une grande école, visualiser l'intérêt de travailler à l'école, ce sont deux choses qui sont assez complexes, et il faut prendre le temps de l'expliquer quand votre cadre familial ou votre environnement ne s'y prête pas. Et donc, alors ces collégiens qui visitent ces lieux-là sont en général motivés, stimulés, ça leur donne envie Mais quand ils reviennent pouvoir, Ah oui, c'est sûr. ça leur donne envie d'aller fréquenter ces lieux-là, de connaissances et d'études. Ben, c'est-à-dire que quand vous allez dans un amphi, vous voyez des grandes classes, des étudiants, bref, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant cette énergie qu'il y a dans des grandes écoles. Obligatoirement, ils ont envie d'y venir. Donc ça les stimule, tout au moins ça les oriente, ça les aiguille pour motiver l'envie d'étudier. Ça donne du sens au travail à l'école. Et ça donne du sens au travail à l'école. Et donc, en gros, pourquoi j'y vais, pourquoi je le fais, en quoi c'est utile, etc. Ouais. Parce que quand vous êtes dans un milieu populaire, parce que moi, c'est le territoire que j'ai choisi, il y a 7000 collèges en France, il y a 1082 collèges populaires, donc moi, c'est ce territoire-là. Donc, comme je le dis, chacun fait sa part. Donc, déjà, le fait de dire on va essayer de régler un problème sur pas loin de 1082 collèges avec les élèves qui sont autour dans les écoles primaires, on n'est pas loin d'un petit million de personnes, on va dire, de façon cumulée. Et donc, à partir de là, on est dans un sujet qui est de se dire, il est difficile de régler des problèmes de société, de SDF, de pauvreté, de maladie ou autre, mais la partie éducation, c'est quelque chose de mathématique. C'est on ne sait pas. Voilà. Donc, à partir du moment où vous mettez en place des outils qui vous permettent de dire quels sont ceux qui savent et qui ne savent pas, quelles sont leurs notes, leurs moyennes, les notions qu'ils maîtrisent, qu'ils ne maîtrisent pas, et que vous arrivez à mesurer ça, c'est plus facile d'aller appuyer sur le bon bouton pour les faire progresser et donc de les emmener vers le brevet. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés au brevet, de pouvoir aller vers une filière générale ou une filière pro selon la puissance d'intelligence qu'ils veulent mettre soit dans les mains, soit dans l'esprit, en fonction du job, etc. Donc de choisir le collège, c'est en quelque sorte de la prévention pour que ces enfants de 11, 12, 13 ans puissent se projeter comme des adultes dignes, en fait. Oui, et puis surtout, c'est qu'il faut commencer dès la primaire, parce que c'est là où ça se passe, c'est là où on apprend à lire, à écrire et compter. Ensuite, au collège, on est juste dans d'autres actions, on va dire. Et donc, à partir de là, moi, j'ai commencé par le collège, parce que les intervenants, ce sont des étudiants. Et puis, à partir de cette année, on commence à descendre en primaire, en CM1, en CM2, enfin CM2, CM1, CE2, CE1, et on va aller jusqu'au CP, et jusqu'à la grande section, avec d'autres acteurs complémentaires, à travers un mouvement qui s'appelle les Zèbres, avec Alexandre Jardin. Et là, on agit sur la lecture, l'écriture, des outils de mesure pour savoir si vous lisez assez vite ou pas assez vite, l'orthographe avec des méthodes très spécifiques qui fait qu'en 7 heures, si vous faites des fautes de R, E, S, E, Z, peu importe, à la fin, vous ne faites plus de fautes avec des méthodes très précises. Pareil pour les maths, et puis l'aide aux devoirs et l'orientation. Et donc, ce qui fait que le process que nous mettons en place là maintenant sur les 5 prochaines années fait que nous allons accompagner un collège, donc à peu près 80 collégiens, plus les écoles primaires qui nourrissent ce collège. Dans l'organisation, alors si j'ai bien compris, l'action, la mission de ZUPDECO, c'est donc d'accompagner ces jeunes dans des situations un petit peu difficiles scolairement. C'est de les accompagner dans le suivi des devoirs après l'école. Donc il y a le travail à l'école et puis il y a également le suivi du travail après l'école, donc les devoirs. C'est dans le cadre scolaire. Hein. C'est dans le cadre scolaire global, d'accord. Ils ne sortent pas plus tard avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah d'accord, l'action est au niveau des écoles. Ah ben c'est ça ma grande particularité. Voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai peut-être pas été précis dès le démarrage. Le combat que nous menons, enfin c'est même pas un combat, c'est une action, parce qu'il n'y a rien de guerrier dans tout ça. L'action qu'on mène, c'est, je lance un manifeste là, au plus tard le 14 septembre, pour aller avoir des signatures de parents, dont le slogan c'est « Dites non aux devoirs à la maison ». Donc nous sommes la vraie égalité, c'est de faire en sorte d'accompagner. J'ai rien inventé, hein, c'est-à-dire que dans les établissements, vous avez déjà les études. Mais la différence qu'il y a entre les études et nous, c'est que nous faisons la même chose, mais accompagné avec un étudiant. Donc l'enfant n'est jamais seul. Et quand il rentre chez lui, ou quand elle rentre chez elle, eh bien les devoirs sont faits et vérifiés. D'accord. Et ça sur le temps imparti du cadre scolaire. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne quitte pas plus tard l'école. C'est avec l'école, c'est entre 16h et 18h. C'est entre 16h et 18h sur le temps d'études en fait qui vient en général. Exactement. Et donc ces jeunes qui accompagnent justement ces plus jeunes, ce sont donc des étudiants qui sont bénévoles, qui se sentent comment en fait dans la mission ZUPDECO? Très bien. C'est de l'engagement. C'est de l'engagement. C'est une logique qui est de se dire, ça fait partie de leur formation,
le fait de s'engager bénévolement dans une action pour venir partager sa réussite fait partie en gros de l'organisation dans laquelle les étudiants sont amenés à être de futurs managers demain. Donc vous êtes dans un système qui est de dire, je viens de terminer l'école publique, je rentre dans une grande école ou une université, je m'intéresse potentiellement au monde de l'éducation, et donc moi je leur propose de venir découvrir en gros l'organisation d'une école à travers l'accompagnement de 2 heures par semaine. Sur 20 semaines, ça fait équivalent de 2 jours en temps effectif. Donc rendre à la société 2 jours alors qu'on vous a offert quasiment 15 ans d'études, voire 16 ans gratuitement. Ça me paraît la moindre des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très formateur de venir accompagner un enfant qui n'a pas trop de méthode et de l'aider et de l'accompagner dans son organisation, sa méthode et autres. Et donc, ça vous fait travailler sur plein de choses, sur la pédagogie, sur l'organisation, sur l'empathie. Enfin, ils se découvrent eux-mêmes, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'à la fin de la mission, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une transformation qui se fait. La mission dure combien de temps? Elle dure 20 semaines. 20 semaines. Donc, ça commence après les vacances de la Toussaint, fin octobre. Et ça se termine fin mai, juste avant les brevets au bac. Donc il y a l'aspect du bénévolat, et puis quand je suis allée sur le site Zup de Co, je voyais également donc, une petite bannière qui parlait du service civique, en fait, comme quoi ça peut rentrer également dans je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais dans l'action du... Dans l'engagement, en fait, vous avez un programme qui a été lancé par une personne qui s'appelle Marie Trélucan, qui s'appelle Unicité, qui a été lancé il y a 20 ans et qui a été repris par le gouvernement, qui s'appelle l'Agence du service civique. Et donc c'est de proposer à des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont en césure, ou qui se posent des questions, ou qui se cherchent, ou qui veulent faire un break entre la période d'études et la période professionnelle, et qui ont envie de s'engager dans un programme d'intérêt général. Donc c'est 24 heures par semaine, et c'est indemnisé, pas loin de 600 €. Et donc ce qui leur permet, d'avoir une petite indemnité, plutôt d'aller chercher ça dans un fast-food ou autre, tout en s'engageant dans un programme plutôt intéressant. Et puis généralement, plus de la moitié d'entre eux, c'est des étudiants qui s'intéressent au monde de l'éducation et qui se disent c'est une belle occasion de partager ma réussite, d'aider quelqu'un et de découvrir les coulisses d'un univers et d'un métier que je voudrais potentiellement faire. D'accord, donc en fait dès le départ, ils sont dans leur tête, ils sont déjà... Pour une partie d'entre eux. D'accord. Tu parlais tout à l'heure des zèbres, en fait, au niveau des maternelles. Quel est votre contrat entre l'action des zèbres et de la lecture et Zup de Co? Zup de Co, c'est un zèbre. Donc le mouvement bleu-blanc-zèbre, c'est un mouvement de zèbres. Donc c'est ce qu'on appelle... alors les zèbres, il y a plein de qualifications pour les zèbres. Est-ce qu'ils sont blancs, est-ce qu'ils sont noirs, ils ont rayures blanches, rayures noires, c'est des gens libres, ils font ce qu'ils veulent, ils sont sauvages. Bon, il y a plein de particularités qui les reflètent. Et donc le mouvement des zèbres, c'est cette capacité à dire, il y a énormément d'acteurs sur le territoire qui font des actions. Donc dans le domaine de l'éducation, il y a des acteurs dans tous les domaines, qui font des choses en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Et nous, les zèbres, et le mouvement bleu-blanc-zèbre, c'est notre capacité à identifier dans chaque département, dans chaque région, sur le territoire national, des zèbres qui sont dans ce domaine-là et qui agissent avec de l'efficacité. Et donc moi, mon rôle, c'est d'identifier, donc on a quelques programmes, pour ne pas les citer, qui sont Lire et faire lire, qui est un programme qui est porté par Alexandre Jardin, et donc qui est, en gros, c'est pas loin de entre 17 et 20 000 retraités qui interviennent dans les grandes sections de maternelle et les écoles primaires, et qui viennent lire des livres. Voilà, avec une action nationale. Avec une action nationale. Zup de Co, c'est une action nationale aussi. Oui, alors après, on peut agir avec des acteurs locaux en fonction de la complémentarité qu'ils peuvent appeler, et au contraire, on va les inciter à, et puis ensuite vous alignez comme ça une association qui vous vend des livres pas chers, à moins d'1 €, qui est Lire c'est partir, des gens qui vous font de l'orthographe, des gens qui vous font des maths, des gens qui vous font des devoirs, des gens qui vous font de l'organisation, etc. Et quand vous commencez à accumuler tous ces acteurs, ça vous permet de pouvoir arriver sur un territoire et de dire, voilà, nous, on est 9, on pourrait être 10, on pourrait être 12, on pourrait être 15, eh bien, on vous garantit que si on accompagne les enfants du CP, grande section, jusqu'à la 3e, eh bien, vous aurez plus de 85% de réussite au brevet, versus 61, 65 aujourd'hui. C'est-à-dire que Zup de Co peut suivre un enfant un seul enfant, de son primaire jusqu'au collège. Oui. Il y a une continuité comme ça qui aujourd'hui, on le fait au niveau du collège, mais à partir de l'année prochaine, on le fait au niveau du CP. Et puis, en fait, quand on invente un peu un concept de carte vitale scolaire. Ouais. Comme on a des outils qui mesurent les notes, l'assiduité, la moyenne de la classe, etc., on peut tout de suite voir s'il y a des enfants qui sont en difficulté. Et quand on accompagne un enfant qui a entre 6 et 9 de moyenne et qu'on le fait progresser très rapidement au-dessus de 10, 12, quand il est à 12, 13 de moyenne, il n'a plus besoin de nous. Donc après, il peut continuer à faire ses devoirs s'il a envie de les faire, mais en gros, il n'a plus besoin de nous. Donc ça nous permet de pouvoir emmener le maximum de jeunes au-dessus de la moyenne et puis d'avoir plus de temps et de ressources pour ceux qui ont plus de difficultés. Quelle est la valeur qui te fait porter justement qui t'a fait porter et développer ce projet Zup de Co? C'est la valeur amour, justice. J'essaie de Oula.
J'essaie de voir en fait. Donc, ma chère, il va y avoir un petit peu de travail pour savoir où est-ce que j'ai été chercher ça dans mes fondements. Mais L'étincelle tout au moins. ah Mais non, c'est vrai que tu disais que c'était toi pas une aussi, étincelle, c'était une déprime. Une Donc, déprime. parce que- Ouais. et donc, C'est l'étincelle. et donc non, mais c'est pas ça. D'ailleurs, c'est à moitié vrai, à moitié faux d'ailleurs. Il y a un moment donné, le monde des entreprises, on a des succès, on a des échecs. Donc, et j'étais à un moment donné dans une structure que j'étais en train de fermer. Et à ce moment-là, je commence à m'intéresser au monde associatif en me disant, tiens, le temps que, voilà, quand vous fermez les grosses boîtes, ça prend un peu de temps, ça prend 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, après, vous les cédez, vous les vendez, bref, il y a tout un tas de choses autour de ça. Je voulais m'intéresser au monde social, et en m'intéressant au monde social, je me suis intéressé, j'ai scanné en gros pendant 2 ans tous les possibles, l'entrepreneuriat, l'emploi, l'éducation, le culturel, le sport, enfin, tous les acteurs. Et avec le temps, une fois que vous regardez un peu tout ça, vous vous dites, mais quel est, dans tout ça, l'effet de levier. Alors, comme je suis un pur produit d'échec scolaire, je n'ai pas eu mon bac, je me sens déjà concerné par ce sujet-là. Comme je crée des boîtes depuis plus de 25 ans, j'aurais pu être dans la logique de l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout un tas de sujets qui auraient pu être plutôt intéressants. Et puis, un jour, je vais dans un quartier pour présenter des entrepreneurs, pour présenter des étudiants, etc. Et pour dire aux jeunes, voilà, le talent n'a pas de domiciliation. Donc, voilà, un énarque, un polytechnicien, un HEC, un journaliste, un plombier, enfin bref, voilà, des gens. Et puis, une maman vient me voir en me disant, c'est super d'exciter mes enfants, mais on fait comment après? Voilà comment c'est parti. L'impulsion est venue de là, en fait. Trouver une solution. Oui, puis après des rencontres, des personnes que vous rencontrez qui ont envie de faire ça, qui sont intéressées par le sujet. Donc, à la fois, l'équipe est importante pour moi, c'est-à-dire ne jamais faire seul. C'est toujours mieux à plusieurs, parce que vous avez des stimulations différentes, vous avez des approches un peu différentes. Vous êtes combien au niveau de l'équipe Aujourd'hui, on est un peu plus de 25. 25. Donc, sur la France, en fait. Oui. Dans le bassin parisien. Et tu expliquais donc après, derrière, on a une personne dans chaque ville. Donc comme on est sur 11 départements, Okay. eh bien, on a 1 ou 2 personnes, voire 3, selon les territoires, selon si on a des salariés dans les collèges ou pas, si on a des responsables secteurs, et si on a des coordinateurs. Donc ça dépend des typologies de territoire. Donc tu parlais du 14 septembre où tu vas lancer donc une sorte de pétition, c'est ça? Un manifeste. Un manifeste de non au devoir à la maison, c'est ça? C'est dites non au devoir à la maison, exactement. Ça fait partie d'une étude où quand on interroge des parents, alors on dit si vous pourriez si vos enfants pouvaient rentrer avec des devoirs faits, est-ce que vous signeriez? Voilà. Puis on a plus de 70% de gens qui vous disent oui. Ce qui est à peu près normal d'ailleurs. Je connais très peu de parents qui se font une joie magnifique de se dire on va se taper des équations à 19h30 en rentrant du bureau. Mais bon, voilà, ça c'est une vraie inégalité parce que ce manifeste répond à une problématique que je rencontre sur le terrain depuis le début. C'est de se dire, pourquoi on fait ce projet? Donc, en gros, quand on rentre dans ce type d'activité, quand on est entrepreneur, qu'on vient du monde économique, la première chose qu'on a à faire, c'est de se sauver en courant. Donc après, une fois donc pour répondre à la question sur le stimuli, la question c'est pourquoi on reste. Et qu'est-ce qui fait que derrière, on se dit, tout est compliqué, c'est compliqué de rentrer dans l'établissement, c'est compliqué de trouver les étudiants, c'est compliqué de trouver les financements. Bref, c'est compliqué. Oui. Ça intéresse personne. Complexe, Les financements sont principalement faits sur tout ce qui tourne autour de l'emploi, du culturel, de l'art, de la musique, etc. Mais les problèmes des enfants, des quartiers, de CP et de primaire, enfin de primaire et de collège, ça intéresse un peu moins de monde. Donc, ce qui fait que tout est compliqué. Et c'est parce que c'est très compliqué que je m'éclate. Parce que on est vraiment dans le challenge permanent. Oui, ça m'amuse, ça me fait lever le matin. C'est assez simple. C'est-à-dire que les gens ils voient des montagnes, moi je vois un obstacle. Quoi. Donc à partir de là, le point de base des gens dans différents domaines, c'est qu'ils ont tendance à regarder les obstacles, alors que si on regarde la destination, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Et moi, c'est ce qui m'amuse. Donc non seulement effectivement il y a c'est complexe, mais en plus de ça tu t'es ajouté d'autres choses puisque tu es également fondateur de la Web Academy. Oui, ça c'est ce que j'ai loupé. La Web Academy, c'est une formation que j'ai démarrée en 2010 sur. On a envie de la révolution du numérique, donc on est dans un truc où il y a une révolution, on a besoin de techniciens qualifiés. Beaucoup d'entreprises depuis des années sous-traitées dans des pays en Inde ou au Maghreb ou en Roumanie pour aller développer le moins cher possible. Et donc moi je disais qu'il est anormal. Donc dans le monde de l'informatique, il y a 2 métiers. Il y a des gens qui développent des logiciels qui permettent ce que vous avez dans vos ordi, dans les voitures, bref, du logiciel qui fait fonctionner les choses. Et ensuite, vous avez le web. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou autres, donc ce que vous avez en allant sur Internet. Et pour faire ce métier de ce qu'on appelle du front, de ce qu'on voit, eh bien, il n'y a pas besoin d'être Bac plus 5 pour faire ça. Et le Bac plus 5, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas en tant que tel. Et donc, j'ai fait la tentative de dire on peut prendre des jeunes qui n'ont pas eu leur bac, et qui, donc toujours 18-25 ans, et qui, en fait, quand ont une passion pour l'informatique, et en France, quand vous n'avez pas votre bac, vous ne pouvez pas accéder à des écoles. Donc, de façon simple, je suis allé voir des acteurs, des ministères, des institutions,
Tout le monde me disait oui, non, possible, pas possible, bref. Donc je l'ai fait, je suis allé voir une école. Enfin, j'ai été voir énormément d'écoles, des universités, différentes écoles. Et donc la difficulté, c'est qu'ils étaient tous dans des cours un peu classiques. C'est-à-dire un prof, un amphi. Donc pour les gens qui sont sortis du système scolaire, pour les difficultés, qui ont été dans le monde professionnel, et revenir dans un système comme ça me semblait un peu compliqué. Et donc, et Epitech, qui est une école réputée, qui existe depuis plus de 12 ans, elle a mis en place un process de projet, c'est-à-dire qu'on a un projet, alors simple au démarrage, et puis qui monte en puissance avec le temps, et donc qui est tout à fait adapté à ce type de profil qu'il faut restructurer, c'est-à-dire qu'il faut les faire revenir dans une école, les faire arriver à l'heure, travailler ensemble, etc. Et donc 6 ans plus tard, eh bien, c'est un peu plus d'une centaine de jeunes qui sont en emploi aujourd'hui. Donc cette formation dure 2 ans. Donc 1 an de façon très intensive au sein de l'école, et puis ensuite 1 année en contrat pro dans une entreprise. Et donc, ce qui fait qu'on a fait la démonstration, alors au début on en avait 20, puis après on a pris 40, puis après on a pris... et puis aujourd'hui on a monté d'autres écoles, on a monté une école avec Samsung, qui s'appelle le Samsung Campus, et puis ça a donné naissance à d'autres projets, 42 qui étaient financés par Xavier Niel, Simplon, enfin la grande école du numérique. Aujourd'hui il doit y avoir 150 formations qui ont été... Donc moi je crois aux formations de 2 ans, et comme tout le monde n'a pas 2 ans dans sa vie, beaucoup de formations naissent en faisant des formations en 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon le niveau des uns et des autres, leur implication, etc. Donc oui, ça c'est un beau projet, oui. Je suis content pour eux. Eux, on a changé leur vie. Ils sont passés du SMIC à 35K, donc c'est super. C'est à eux qu'il faut dire bravo, c'est eux qui ont bossé. Bravo à toi et à ton équipe qui leur a permis justement de pouvoir se réaliser et d'arriver. On a mis l'infrastructure qui allait bien, le financement qui allait bien, parce que c'est gratuit pour eux. Donc non, ce qui est motivant et passionnant dans ce genre de projet, c'est quand on voit des gens arriver tête baissée et qui repartent ensuite, et vous les voyez sur LinkedIn, cravatés, voilà, ils ont un job, un poste, ils gagnent bien leur vie. Donc je suis ravi pour eux. Pourquoi au début tu disais que c'était loupé? Ou alors c'est moi qui ai mal compris? Non, c'est ceux que j'ai loupés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu leur bac. Ah, donc s'ils étaient passés par Zub de Co en amont, ça aurait été plus simple. Ok, ça y est, j'ai capté. Et en plus de cela, donc tu as lancé, alors je ne sais pas dans quelle dimension ça prend dans ta vie, mais le Campus Comedy Tour. Alors, le Campus Comedy Tour, c'est un événement qui est assez simple. C'est autour de l'humour. Moi, j'ai un truc simple. C'est le mode de fonctionnement, c'est que les ressources de Zub de Co sont les étudiants. D'accord. Donc, pour rentrer et avoir le maximum d'étudiants, il faut aller leur parler dans leurs amphis, si possible. Et donc, j'ai un associé qui s'appelle Benjamin Demey, qui, d'ailleurs, au Canada, il y a un Demey aussi, mais comme je sais que les humoristes, c'est pas votre truc, voilà, mais vous regarderez. Et donc, en fait, quand on a lancé un premier programme qui s'appelle le Campus Comedy Tour, c'est quel est l'étudiant le plus drôle de France. Et donc, en fait, quand on va dans des établissements et on leur dit, ben voilà, trouvez les 2-3 étudiants qui ont envie de faire un stand-up et se mettre, et voilà, de démontrer leur talent. Et donc, ce qui permet de remplir l'amphi par le BDE ou le BDA, c'est donc qui l'organise. Donc, ça fait 300, 400, 500 personnes dans un amphi. Ils viennent voir leurs copains de près ou de loin sur ce type de choses. Et puis, en deuxième partie, on fait venir un humoriste connu. C'est ce qui attire la foule. Et nous, pendant 5 minutes, on a droit au chapitre en tant que Zub de Co. Donc avec une vidéo, Jeff Panaclock qui parle de Zub de Co, une vidéo qui explique ce qu'est Zub de Co. Et ce qui fait qu'on distribue des flyers, on distribue des gommes, qui est notre emblème. Et à la fin, on se dit, il y aura peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'étudiants qui viendront s'inscrire dans Zub de Co. Et là, cette année, on va lancer un autre programme qui s'appelle le Campus Music Tour. Parce que je pense qu'il y a plus de gens qui jouent de la musique que de gens qui font de l'humour dans les amphis. D'accord. Donc en fait, c'est un système de recrutement. Exactement. Voilà, autour de l'humour. Donc en fait, oui, l'humour, c'était spécifique à tes affinités à toi? Pas du tout. Non. Je veux pas d'humour. Non, pas du tout. J'ai pas ce talent. J'ai pas ce talent. Mais tu en as. Mais la logique du Campus Comedy Tour, non, c'est un garçon qui l'a fait pendant 2 ans et qui est venu me voir en me disant est-ce qu'on peut essayer de faire un partenariat ensemble? Et puis je lui dis très bien, je vais t'aider à augmenter ce truc et de passer d'une quinzaine d'écoles à une cinquantaine d'écoles. Et donc c'est toujours des rencontres. Hein. Tout est basé sur des rencontres. Zub de Co, je l'ai monté parce que derrière, j'ai une dit maman qui me dit comment je fais. La Web Academy, je l'ai créée. Parce que j'ai un copain qui vient me voir avec son fils qui n'a pas son bac, qui me dit il aimerait faire de l'informatique, mais j'ai pas d'école. Est-ce qu'on pourrait monter une formation? Et comme je sais pas faire un truc pour 1 ou 2 personnes, obligatoirement, j'avance. Et puis là, je lance le prochain projet dans 15 jours. Dans 15 jours, qui s'appelle Mamie Couscous. Et là, je m'intéresse aux femmes. C'est-à-dire que je m'occupe des enfants avec Zub de Co sur la partie de l'échec scolaire. La Web Academy, ça c'était avec Samsung Campus ou autre, c'est sur le numérique. Et puis maintenant, je m'occupe de leur maman dans les quartiers populaires. Et donc, en fait, quand on a dans les quartiers populaires 48% des femmes de plus de 45 ans qui sont au chômage. Et pour retrouver un job, c'est un peu complexe. Et il se fait que pour celles qui sont issues du Maghreb, elles ont un doctorat du couscous et elles ne le monétisent pas. Donc je leur propose d'organiser des dîners de chefs à domicile au profit d'associations dans l'éducation.
pour leur dire, eh bien voilà, vous êtes des milliers en France qui avaient un talent. Donc moi j'ai choisi le couscous, demain d'autres choisiront, je sais pas quoi, la paella, le cassoulet, enfin chacun choisira les projets qu'ils ont envie de monter. Moi j'ai choisi celui-ci. Et l'idée c'est de réinsérer un millier de femmes en France. Pour certaines qui se disent, moi si je peux gagner 200-300 euros, ça me paye mes courses. D'autres qui vaudront le double, d'autres qui vaudront le triple. Et donc le couscous c'est un plat que les Français adorent, mais ils le consomment peu, ils ne savent pas le faire. Et donc à partir de là, ben voilà, vous réinsérez des femmes, ça vous crée du financement. Ce financement finance des associations dans l'éducation, vous réglez des problèmes d'enfants, et donc vous contribuez à la société en transformant un coût en un gain. Un petit peu l'effet boule de neige en fait, et l'impact d'une action sur une autre. C'est essentiel. Et amplifie en fait. Essentiel. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Mamie Couscous, donc là tu fais appel, en fait, la fondation fait appel donc à des femmes qui maîtrisent le couscous. Qui maîtrisent le couscous. Mais en fait, l'objectif et qui ont plus de 50 ans. C'est d'aller dans les familles, apprendre à préparer. Non, ces femmes viennent chez nous, on les forme, et ensuite tu as envie de faire un couscous chez toi. Quoi à de la posture. C'est-à-dire que ces femmes, on va les envoyer faire des dîners chez des gens. Et ces gens vont dire, tiens, moi je veux faire un dîner chez moi, on va être une dizaine, donc envoyez-moi une chef. Et donc je leur envoie une mamie qui va leur faire un couscous dans les pures traditions. Et l'argent qu'ils vont payer, une partie de cet argent ira financer les 9 associations d'éducation que nous avons créées dans le groupe Les Zèbres. Ok. Enfin, mamie couscous, tu m'as dit c'est les femmes à partir de 48 ans, c'est ça? Ouais, 45, ouais. 45, mamie. Il paraît qu'on est senior à 45, donc, mais c'est vrai que c'est pas les mamies à 45. Sport, on est senior bien avant. Ouais. Donc ouais, voilà, mais c'est un clin d'œil marketing, on va dire. Excellent tout ça. Donc en fait, le fil conducteur de toutes ces actions qui sont mises en place, c'est quand même la confiance en soi. Apporter de la confiance, de l'estime de soi et de la fierté à ce qu'on fait. Même pour les mamies couscous. La confiance, alors le fil conducteur pour moi c'est la plus-value humaine versus la plus-value financière. C'est ça mon fil conducteur, c'est cette capacité à dire que pendant plus de 20 ans je montais des boîtes et notre seule dynamique c'était créer des emplois et gagner de l'argent. Et aujourd'hui notre seule dynamique c'est créer de l'emploi et aider des gens. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, dans la stimulation. D'accord. Ouais. Donc le côté humain en fait. C'est le côté humain qui te... Je ne sais pas dire ce qui me stimule. Ce qui me stimule c'est la création. La création. Donc j'adore les projets où on me dit j'ai pas d'argent, j'ai une feuille et un stylo et ça va être compliqué. Alors là je suis l'âme de la situation. Et donc il y a 2-3 choses que je sais pas faire, c'est-à-dire je courrai pas le marathon en 2 heures, je monterai pas l'Everest en une journée. Voilà, il y a des choses qui sont ingérables et infaisables, sauf si j'y vais en hélico. Et donc mais par contre je trouve passionnant c'est-à-dire que tout est une histoire d'agenda. D'accord, il y en a moi mon agenda c'est le siècle. Donc voilà, si votre agenda c'est la décennie, on peut avoir un certain nombre de problèmes, si c'est le siècle, on s'en fout. Donc à partir de là, rien n'est impossible. Donc il y a des choses qui sont, d'une complexité détonnante, et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Alors après, pour revenir, parce que je vois que tu veux revenir sur la confiance en soi, je me dis... L'estime de soi, des actions qui mènent à ça. Je sais pas si c'est ça mon stimuli, je sais pas par contre, la confiance en soi, j'ai confiance en moi, dans ma capacité à embarquer un projet compliqué. Ça, j'ai confiance en moi, d'accord ? Donc ça, c'est un point essentiel. Après, monter des projets, c'est quelque chose de très simple. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Un chirurgien qui fait une opération à cœur ouvert, c'est beaucoup plus compliqué que de monter une association qui fait du soutien scolaire, pour repositionner les choses. C'est parce que tu as ce talent-là, donc pour toi c'est facile et aisé. Oui, c'est-à-dire que quand on part et qu'on n'a pas le choix, il vaut mieux être débrouillard, sinon la vie va être très compliquée. Donc il y a cette logique-là, il y a le fait ensuite d'accompagner des personnes, de rencontrer des gens, d'écouter, d'observer. Le sens de l'observation, l'écoute sont 2 choses essentielles quand on veut progresser. Et donc à partir de là, tout le travail que je fais aujourd'hui avec les personnes qui sont là, travaille sur cette logique de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes, etc. Et on le voit avec la Web Academy, vous voyez au bout de 2e mois de formation, ils sont un peu lambda, vous les voyez à 2 mois de la fin de leur formation, c'est-à-dire au bout de 22 mois, c'est plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Vous rencontrez les enfants en 6e qui ont 4, 5, 6, 7 de moyenne en maths et en français, vous les recroisez en 4e à 12, 13, 14 de moyenne, c'est plus les mêmes. Donc tout est basé sur cette capacité de dire vas-y saute, tu verras, je vais t'attraper. Voilà. Donc si on veut aller plus loin sur ton action, Zubdeco, on peut aller sur le site internet Zubdeco. Il faut enlever les W maintenant. C'est Zubdeco. Oui, alors moi je les mets encore. Oui, je sais, il y en a plein qui font ça encore. Et donc, non, zubdeco.org avec un Z, zupdeco.org. Et donc là, en fait, quand on peut nous aider, on peut nous soutenir, on peut regarder les autres projets, le Campus Community Tour ou la Web Academy. Donc, c'est t'aider, en fait, vous aider d'un point de vue, soit en s'engageant bénévolement, ou en donnant, en faisant des dons, ou... Chacun fait ce qu'il veut. Ouais.
Je pars du principe que si chacun fait sa part, chacun l'a fait au niveau du temps qu'ils peuvent consacrer. Donc il y a des gens qui disent moi j'ai du temps. J'en ai eu une personne dernièrement qui a pas loin de 54 ans qui me dit j'ai vu que vous cherchez des gens mais vous voulez que des étudiants alors que moi j'ai envie de donner de mon temps. Je fais super, mais moi je veux pas être dans une relation d'autorité avec les enfants. Mais par contre, des associations qui font appel à des personnes, des quinquas comme on dit, qui était son cas, il y en a plein, lire et faire lire, enfin il y a énormément d'associations. La mienne est basée sur la relation étudiant-collégien pour une raison de proximité, c'est les grands frères, la grande sœur, c'est un modèle de formation, qu'on a structuré pour les étudiants, pour qu'ils soient formés sur un programme qui s'appelle le programme Spark, enfin c'est un peu technique. Et donc voilà, donc j'ai un modèle, et la meilleure façon de déployer un modèle, c'est de faire en sorte qu'il soit clairement compris, simple et efficace. Donc François Fif, on te donne rendez-vous à partir du 14 septembre pour le manifeste. Oui, mais je compte sur vous surtout pour le signer. On va le signer et on va partager au maximum. Très bien. Donc ça sera sur le site ZUBDECO ou ça sera sur le site ZUBDECO, voilà, puis on va le déployer sur les réseaux sociaux. Donc on dit plus on aura de gens qui signeront ce manifeste, plus on aura de possibilités de faire une loi sur l'interdiction des devoirs à la maison versus pour les devoirs à l'école. Et donc et ensuite le faire aussi sur une loi qui existe en primaire, qui date de 56, qui dit qu'aucun enfant de primaire ne doit rentrer avec des devoirs écrits à la maison, ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup. Et donc de faire en sorte que cette loi soit appliquée. Donc nous on a une approche qui est assez simple. On est dans un système où on pense qu'on peut régler le problème de l'échec scolaire, c'est mathématique. Il suffit simplement d'accompagner les enfants le plus longtemps possible, faire en sorte d'identifier les enfants qui sont en difficulté, avoir des outils de mesure pour regarder où ils en sont, et ensuite pouvoir agir en conscience en fonction des informations que nous avons. Bravo. Merci. À toi et à ton équipe. Et puis on te dit donc à très bientôt. Merci François. Cette émission vous a été présentée par Nathalie May Chimbert, coach certifiée, co-rédactrice du e-magazine Clé de vie et conceptrice de stages pour booster le sens de votre vie et le goût de vivre. Retrouvez-moi sur mon blog boostetaviagie.com. À très bientôt, chers boosters et boosteuses de vie en action.